Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Et notre invité ce matin, c'est Yvan Verhofstadt. Bonjour. Bonjour. Vice-président des engagés. Adjal Habib, les députés engagés vont demander sa démission aujourd'hui ou pas ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments importants par rapport à Adjal Habib. Le premier élément, c'est qu'il faut, et je voudrais quand même le souligner, reconnaître que c'est pas facile d'être homme ou femme politique. Adjal Habib n'est pas depuis longtemps en politique comme moi. Et aujourd'hui, c'est pas une situation simple. C'est pas une situation simple pour elle, c'est pas une situation simple pour monsieur Smet. Ça n'a pas été facile. Maintenant, il faut différencier l'homme et la fonction. La fonction. Quand il y a faute, il y a responsabilité. Et moi, ce que je voudrais bien, c'est que, et c'est ce que M. Smet a fait à un moment donné, il n'a pas essayé de reporter la faute sur son collaborateur, il l'a assumé, et je crois qu'il faut le souligner. À un moment donné, quand on est politique, on a une responsabilité, et il faut l'assumer. Est-ce que Adjal Habib a une responsabilité ? Est-ce qu'elle doit l'assumer ? Et comment ? Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que c'est elle qui délivre les visas, et c'est donc un choix in fine. C'est pas la faute de l'autre, c'est pas la faute de son chef, c'est la faute à elle, à un moment donné, de décider si elle délivre les visas. Et je pense que c'est important d'assumer les responsabilités quand on en a. Donc, ou bien il y a quelque chose de grave, comme elle a dit, on a sali l'image de la Belgique, ce sont les mots de Madame Habib, ou bien on a sali l'image de la Belgique, et donc il y a un vrai problème, il y a une erreur, ou bien il n'y a pas d'erreur, et alors il n'y a pas de responsabilité à prendre. Ouais, les dernières communications hier en fin de journée indiquaient que la ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre s'étaient concertés sur la délivrance de ces visas et qu'ils avaient sciemment décidé de les autoriser pour éviter un incident diplomatique avec l'Iran. Est-ce que ça vous trouble, ces nouvelles révélations ou pas ? Moi, ce qui m'embête dans cette histoire, et c'était le troisième élément sur lequel je voulais venir, c'est qu'à un moment donné, les Belges ne comprennent pas comment en une semaine, une communication peut être une histoire, on raconte une histoire A, et puis la semaine suivante, on raconte une histoire B. Je pense que je pense qu'à un moment donné, en tout cas, c'est deux versions de la situation qui sont complètement différentes. Il y a une semaine, c'était uniquement sous pression de M. Smet que, à contre-cœur, à l'insu de son plein gré, Mme Habib avait dû délivrer ces visas. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a la patte de communicants qui se sont dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir ? Le plus facile, c'est de mouiller toute la famille libérale, se mettre d'accord et d'avoir que l'éléphant soit trop grand pour pouvoir passer dans la porte. Et en plus de ça, se dire, on va essayer d'utiliser la réelle politique. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait il y a une semaine ? Pourquoi est-ce que pendant une semaine, on n'est pas venu sur cette ligne-là ? Ça sent la patte de communicants et ça, les citoyens ne l'acceptent pas. Ouais. Est-ce que les députés engagés vont l'accepter ? La NVA, c'est très clair. La NVA dit déjà, Adjal Habib, elle doit démissionner, il y a une faute commise, c'est elle qui porte la responsabilité de la délivrance de ces visas, elle doit donc démissionner. Est-ce que les engagés disent la même chose ou pas encore ? Mais ça, je laisserai M. d'Allemagne gérer ça en commission aujourd'hui. Je pense donc c'est l'un de vos députés à la Chambre. Voilà, et qui est vraiment à la pointe sur ce débat-là et qui connaît bien la situation et qui va donc essayer d'écouter, d'entendre. Mais ce qui est en tout cas troublant dans cette situation, c'est que, il faut assumer ses responsabilités, et de deux, je pense qu'il faut être cohérent par rapport aux Belges. Si on veut que les politiques soient cohérents, il faut être cohérent dans les choses que l'on raconte et les histoires telles qu'elles sont, parce qu'on a parfois l'impression que les faits changent d'une semaine à l'autre. Voilà, et Georges d'Allemagne sera l'invité de Plus d'Actu, ce sera vendredi soir sur l'antenne de BX1. On change de sujet, la réforme fiscale. Est-ce que le gouvernement fédéral peut encore conclure une réforme fiscale ou est-ce que vous, depuis votre fauteuil de l'opposition, vous commencez à douter ? Vous savez, je pense que la majorité va essayer de faire ce qu'elle va appeler une réforme fiscale, qui sera au mieux peut-être une réformette. Ouais. Et alors on pourrait se dire qu'une réformette, c'est mieux que rien. Ouais. Le ministre des Finances, Vincent Van Petegem, a quand même annoncé un gain de 835 € par contribuable, par salarié en tout cas. C'est le gain moyen hors impact TVA, et en réalité on a une bonne cinquantaine d'euros qui pourrait arriver si l'ensemble de la proposition de M. Van Petegem passe. Ouais. 50 à la place de 835. Oui, 50. Vous avez revu sérieusement le chiffre à la base. 50 par mois. Oui, 835 sur l'année, 50 € par mois. Un peu plus de 50 par mois avec l'effet TVA qui est déduit. La réalité, c'est qu'on pourrait se dire que c'est une bonne chose. Et en effet, il faut prendre ce qu'on peut prendre. Mais quand on a l'occasion que tous les partis sont d'accord sur le fait qu'il faut faire un changement de paradigme pour relancer l'économie de ce pays, pour aider les mamans qui bossent, pour vraiment faire des solutions, faire une réformette, c'est reporter pendant 5 ou 10 ans peut-être la vraie réforme, le vrai changement de paradigme dont on a besoin. Et donc oui, ils pourront aller en campagne probablement en disant oui, on a donné 50 € par mois aux Belges. Mais le vrai changement, on est dans une situation financière catastrophique et ne pas faire ce changement-là, C'est quoi le changement de paradigme que vous appelez de vos voeux ? Le changement de paradigme, nous avons fait une proposition, nous avons travaillé avec des experts pendant des mois et des mois qui changeaient et qui permettaient d'avoir 500 € net en plus par mois. Comment on fait ? Il était financé, je vous invite tous à aller le voir sur lecouragedechanger.be, et on a quelque part été au bout de la logique en disant ce qu'on allait dépenser, comment on allait redresser les finances publiques et aussi comment on allait les financer. Ouais. C'est une réforme de l'ordre de 50 milliards d'euros dont on a expliqué le financement
en détail. Ouais. Mais donc ça veut dire qu'on taxe moins le travail et qu'on taxe plus les revenus boursiers, par exemple? Évidemment, et au niveau des rentrées, ce n'est pas une formule Les engagés magique. seraient prêts à faire ça s'ils Les étaient au pouvoir. engagés sont prêts aujourd'hui, au niveau du financement, à aller sur les différentes sources de financement, taxer les plus-values, diminuer les dépenses de l'État. Donc il y a toute une série de choses. Taxer, évidemment, rechercher la fraude, percevoir plus correctement la TVA, etc., qui permettent de générer 50 milliards et de financer un vrai shift fiscal. Ouais, on va pas être trop technique, mais quand Vincent Van Peteghem propose d'augmenter la quotité exemptée d'impôts, c'est-à-dire la partie des revenus du salaire sur laquelle il n'y a pas d'impôt, c'est une bonne méthode ou pas? C'est une bonne méthode. Je pense qu'il faut le faire pour une petite partie. Je pense que c'est pas nécessaire d'aller jusqu'au point où il va, parce que c'est plus intéressant à un moment donné de donner un vrai bonus pour créer un vrai différentiel et aider ceux qui travaillent et les bas salaires. Donc nous sommes plutôt sur une partie de quotité exemptée et un vrai bonus emploi. Mais j'invite vraiment tout le monde à aller sur le détail de notre réforme. Oui, vous avez déjà donné le site une fois, pas trop de pub. Yvan Verhofstadt, les libéraux, ils estiment que pour financer cette réforme fiscale, il faut faire des économies ailleurs. Ils proposent notamment de faire des économies sur les allocations de chômage en les limitant dans le temps. Vous pourriez les suivre ou pas? Je pense que le plus important, c'est de donner un job à tous les Belges après maximum 2 ans et même beaucoup plus Mais tôt. ça répond pas vraiment à ma question. Est-ce qu'on que... doit limiter les allocations de chômage dans le temps ou pas? Et donc, à un moment donné, une fois qu'on propose un job à tous les chômeurs après un certain temps, maximum 2 ans, s'ils n'acceptent pas ce job qui est correct, eh bien évidemment, il y a des conséquences à ça. Ça veut dire que donc, vous seriez plutôt d'accord? On est plutôt d'accord, on est cohérent, mais qui est lié à la proposition de donner un job. Par contre, sur les libéraux, je pense qu'ils sont parfois tout aussi démagogues que d'autres en donnant des chiffres qui sont irréels. Quand M. Boucher dit que 80% de taux d'emploi rapportera 40 milliards d'euros, c'est simplement faux. Madame Bertrand dit déjà que c'est moins de la moitié, et selon nos calculs, ça serait maximum 10 milliards. Donc il n'y a pas de formule magique. Ni la taxe des milliardaires, ni 80%. C'est du et. Donc plusieurs politiques qui doivent s'additionner. On passe à un dernier thème, la pause environnementale évoquée dans les politiques européennes qui sont en préparation, ce qu'on appelle la restauration de la nature et qui consiste en une série de règlements qui permettraient de préserver un certain nombre de zones sensibles et d'améliorer même la protection d'un certain nombre de zones. Il y a un désaccord au sein des engagés, au sein du PPE, le Parti populaire européen, auquel les engagés adhèrent au niveau européen. Et même entre engagés, vous ne défendez pas tous la même chose? Ah si, on défend tous la même chose. On défend tous le fait qu'il faut avancer de manière la plus cohérente, la plus pragmatique et la plus concrète pour la nature. Ouais, j'ai entendu quand même Benoît Ludgen, qui est le député européen des engagés, être très réticent sur ce règlement européen. Et puis j'ai lu des déclarations d'Yvan Verhofstadt qui étaient beaucoup moins réticents et qui trouvaient qu'il ne fallait pas faire de pause. Mais il ne faut pas faire de pause. Mais les pauses, ce ne sont pas des objectifs théoriques. Les pauses, ce ne sont pas des grandes annonces qu'on fait dans la presse. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a une semaine, nous étions en train de manifester pour l'exploitation des fonds marins. On avait PS et Écolo qui criaient grand dame le fait que c'était irrémédiable, un danger vital si on ne votait pas un moratoire immédiatement. La semaine suivante, nous allons au Parlement. Nous proposons un moratoire et les mêmes PS et Écolo ne votent pas ce texte. Ce qui était vital la semaine 1 n'est plus nécessaire la semaine 2 et n'est pas voté. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire évoluer le texte sur la restauration de la nature pour que pragmatiquement, on ait l'impact le plus intéressant. Donc le plus important, c'est pas de dire oui, je suis pour ce texte ou contre ce texte. Le plus important, c'est de faire de ce texte quelque chose de concret et puis de voir comment on peut le voter pour qu'il y ait un changement réel dans la réalité. Les réticents, c'est le cas d'Alexander De Croo, mais aussi d'Emmanuel Macron, par exemple, en France, disent attention, si on est trop strict, on risque de pénaliser nos entreprises et notre économie. Vous entendez la critique ou pas? Et d'autres, les défendeurs du climat, disent non, climat, environnement, c'est la même chose. Et si on ne restaure pas l'environnement, on n'arrivera jamais à restaurer le climat. Je pense que tout est lié et qu'il faut aussi, au niveau de la restauration de la nature, pouvoir faire des avancées pragmatiques, concrètes. Vous savez, je donne toujours cet exemple-là. Vouloir déplacer les usines qui sont en Europe pour les amener ailleurs, on n'a strictement rien gagné. Aujourd'hui, les émissions de CO2 pour faire de l'aluminium en Chine sont 3 fois plus importantes que quand on fait de l'aluminium en Belgique. Donc fermer les entreprises en Belgique n'a pas de sens. Alors ça peut se faire plaisir. On peut dire que nos émissions territoriales ont baissé, que yes, on a gagné quelque chose, mais on a globalement rien gagné. Merci Yvan Verhofstadt, merci d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle, vous êtes le vice-président des engagés. Merci, bonne journée à tous. Un jour, je marierai un ange de Pierre Demar, c'est votre choix. Et il y a une petite connotation personnelle dans ce choix. Oui, c'est un souvenir. Il était dans la classe en primaire de ma fille et il s'entendait bien. Donc c'est un super artiste qui monte et dont on peut être fier.